Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et, comme à l'habitude, je suis accompagné de mon comparse, Guy Barrett. Hey, bonsoir Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, Guy, j'ai décidé de te donner un nouveau titre, comparse. Comparse. Il y a peut-être la moitié de nos auditeurs en France qui disent encore un vieux mot français que les Québécois utilisent que nous on n'utilise plus. Je sais pas. Je sais pas si c'est péjoratif comparse, mais en tout cas. Ouais, mais seulement je pense que c'est toujours quelqu'un qui est associé quand on fait un mauvais coup. Quand on fait quelque chose Ben là, ouais, ok. C'était vraiment pas mon objectif là, de nous donner, de dire qu'on était des fauteurs de troubles. Donc, je vais revenir à dire que tu es mon co-animateur. C'est un travail qu'on fait à deux. Ouais. Guy, oui. Cette semaine, on reçoit Hugo Doyon. Bonjour Hugo. Bonjour Mario, ça va bien? Oui, ça va super bien. Salut Hugo. Bonjour Guy, ça va bien? Oui. Et moi, j'ai eu la chance même de pas juste côtoyer Hugo dans les activités sociales à Montréal. On a même à l'occasion, sur certains contrats, on se retrouvait à être en même temps chez le même client. Ça, oui. Ça remonte à des lunes, très longtemps. Oui. Mais ça a été une expérience agréable. Oui, moi, j'étais dans mes premières années en plus où est-ce que, écoute, à l'époque, le produit Team Foundation Server, donc c'est vraiment il y a longtemps parce que aujourd'hui le produit s'appelle même plus comme ça. Mais 2005? Non, un peu plus 2007, 2010. En tout cas, dans ces années-là, il y a longtemps. Là, mais tout est relatif. Hein? Pour les personnes âgées, une dizaine d'années, c'est très, très vite. Puis en informatique, c'est une éternité. Exactement. Hugo, moi, je suis très heureux du sujet que tu nous as proposé parce que tu nous sors vraiment des sentiers battus aujourd'hui. Tu veux nous parler d'une technologie qui s'appelle Lightning Network. Exactement. Qui se traduirait comment si on essaierait de traduire Lightning Network en français? Le réseau de l'éclair. Oui. Je pense que c'est pas le but, hein. Mais il y a pas de traduction officielle pour ça, malgré que ça pourrait être une bonne. Mm-hmm. Puis donc Lightning Network, on va se rendre compte là, dans la discussion que c'est quelque chose qui est associé avec la technologie des blockchains, avec les crypto-monnaies, Bitcoin pour pas le nommer. Exactement. Donc mais c'est quelque chose de nouveau que tu veux nous entretenir. Puis moi, ça m'intéresse beaucoup tout ce qui est nouveau. Je suis toujours curieux. Puis en plus, en discutant avec toi, on s'est rendu compte que ce sera pas juste de la nouveauté qu'on va parler. C'est quelque chose qui s'utilise avec les librairies .NET. Donc on va pouvoir en parler vers la fin de comment on peut utiliser ça avec C#. Oui, bien sûr. Comme on fait toujours, Hugo, on passe les premières minutes de l'entrevue à présenter notre invité, donc à donner un peu un point de vue, en tout cas à nos auditeurs, sur qui est l'invité. Je vais refaire ça différemment aujourd'hui. Je vais te passer le micro pour vraiment dans le sens physique du terme, en disant comment tu te présenterais, Hugo? Écoute, merci Mario de me donner l'opportunité de venir vous présenter aujourd'hui ce sujet-là. De mon côté, je te dirais que moi, je suis quelqu'un qui a près de 20 ans d'expérience au niveau du développement Internet, au niveau de la programmation, au niveau de l'architecture. Puis, je suis surtout connu dans l'industrie au niveau des tests de charge, du profiling de performance, puis du scaling. Mm-hmm. Puis, ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que à partir de 2012, je me suis intéressé à un phénomène en fait, qui s'appelle Bitcoin et cryptocurrency. Puis j'ai découvert ça, puis ça a suscité mon intérêt. Puis à partir de là, j'ai commencé à creuser, si on veut, dans le sujet en faisant du minage, pour pas dire le mot, là. Mais en faisant du minage en 2012, j'ai découvert les cryptos. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à essayer de comprendre ce phénomène-là, puis à voir un peu comment que ça fonctionnait, comment que les morceaux
s'emboîtaient pour arriver à un algorithme de consensus, puis comment que la valeur pouvait être générée par rapport à ces technologies-là. Et puis, je vous dirais que quelques mois plus tard, quelques je te dirais 3, 4, 6 mois plus tard, j'ai laissé tomber ça. Je suis pas arrivé à comprendre totalement la technologie, puis j'ai cru que ça allait mourir. Mm-hmm. J'ai cru que Bitcoin allait mourir, puis que je perdais mon temps. Donc, j'ai laissé ça aller. Puis, faut dire qu'à l'époque, en 2012, il n'y avait aucun livre sur le sujet qui avait été écrit. Donc, pour comprendre ce sujet-là, il fallait que tu ailles sur GitHub, il fallait que tu ailles sur Bitcoin Talk Forum, puis tu essayes de trouver par toi-même, puis de comprendre comment que ça fonctionnait. Puis, le premier livre qui est sorti sur le sujet, qui expliquait de façon plus ou moins assez complète la technologie, c'est le livre de Mastering Bitcoin que Andrea Antonopoulos a écrit en 2014. Mm-hmm. Puis, moi, de mon côté, j'ai mis ça de côté, puis je me suis réveillé quelques années plus tard, puis je me suis mis à me poser la question, pourquoi Bitcoin est toujours en vie? Je croyais que ça allait mourir. Comment ça que c'est impossible d'arrêter cette affaire-là? Puis je me suis mis à creuser. Puis j'ai creusé, puis j'ai fini par comprendre plus en profondeur comment ces concepts-là s'agencent ensemble. C'est pas quelque chose les bitcoins puis les cryptocurrencies, c'est pas un sujet qu'on va tomber dedans puis qu'on va après avoir lu un livre nécessairement comprendre dans quelques jours. C'est un sujet qui prend un certain temps à maturer parce que c'est 3 sphères universitaires. On parle des mathématiques au niveau de la cryptologie, on parle de l'informatique décentralisée en peer-to-peers avec le réseau Bitcoin. On parle aussi de concepts économiques qui sont assez intéressants donc c'est plusieurs choses qui s'apprend pour réussir à maîtriser ça. Puis le code de Bitcoin est très, très intimidant. Là. C'est pas un code qui est nécessairement facile à lire. Beaucoup de cryptologie dans ça. C'est basé sur les clés publiques, les clés privées, sur des hashes. C'est vraiment très, 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 très difficile à saisir d'un premier coup. Donc, ça prend plusieurs tentatives et beaucoup de temps avant de réussir à comprendre ça. Puis moi, ce qui m'a ramené dans ça, c'est, comme je vous disais, pourquoi Bitcoin est toujours en vie, puis pourquoi le prix de Bitcoin n'a cesse de monter. Donc, c'est les deux questions que je me posais en 2015 qui m'a ramené vers ça. Puis après un certain temps, j'ai fini par trouver certaines pistes de réponse. Est-ce que tu te sens à l'aise de partager tes conclusions? Ben, en fait, c'est dur à dire parce que c'est un peu de la recherche et développement, ces technologies-là. Mais on dit souvent que Bitcoin est une expérience qui roule depuis 10 ans, mais c'est quand même impressionnant de voir à quel point cette expérience scientifique-là est devenue un succès incroyable. Donc, pourquoi Bitcoin est toujours en vie? Ben, c'est une technologie qui est impossible à arrêter. On a le blockchain qui est en arrière de ça, on entend parler beaucoup plus aujourd'hui. Mais le blockchain, c'est quoi? C'est une chaîne de vérité. C'est une chaîne de blocs dans laquelle les blocs sont encastrés avec un algorithme de proof of work. Donc, t'as un groupe de personnes qu'on appelle des miners qui vont processer des transactions un peu de la même façon que les banques vont faire le clearance à la fin de la journée pour balancer leur compte. Puis eux, en processant les transactions comme ça, vont avoir un incentive qu'on appelle le mining reward. Puis ils vont contribuer à maintenir la blockchain. Ce qui fait que cette technologie-là, à toutes les fois qu'il y a des transactions, il va toujours avoir des nouveaux blocs qui vont se rajouter parce qu'il y a des miners qui vont processer ces transactions-là, puis ça crée une espèce d'écosystème. C'est un peu comme ça que je le vois.
Puis aujourd'hui, ça prend à peu près, mettons que il y a une nouvelle transaction, il y a un nouveau blockchain dans la crypto-monnaie qui apparaît à peu près à quoi? À toutes les minutes, à toutes les moins que ça? Ouais? Je te dirais, oui, il y en a beaucoup qui apparaissent, mais présentement, mais en fait, Bitcoin est très loin devant en termes de part de marché. Mm-hmm. En date d'aujourd'hui, selon les chiffres que j'ai regardés, si on regarde la date d'enregistrement aujourd'hui sur coinmarketcap.com, Bitcoin à lui seul, si on regarde le dernier chiffre, 57% de part de marché. Donc, c'est une dominance assez grande de Bitcoin. Même s'il y a 2000 différentes cryptocurrencies, Bitcoin est la plus grande chaîne de blocs présentement. Il y en a plusieurs, effectivement, Mario. Mais Bitcoin, en étant la plus grande, en accumulant le plus grand market cap, c'est elle qui va se trouver offrir la plus grande sécurité aussi au niveau des transactions. Donc souvent les gens vont dire ouais mais là cette histoire de blockchain là on attend toujours la fameuse application qui va démontrer l'utilité puis que tout le monde va adopter. Puis il y a beaucoup de gens qui disent ben elle est déjà là l'application, c'est les crypto-monnaies et il y a déjà un succès, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui a largement pris le marché qui s'appelle Bitcoin. Exactement. Puis t'expliquais, toi, que t'étais surpris qu'il y a toujours des mineurs qui vont finalement s'assurer qu'il y a des transactions qui se rajoutent au bloc à tous les jours, à toutes les minutes. Et ces blocs-là qui continuent à s'étendre dans le cas de Bitcoin, ça prend combien de temps avant qu'il y ait un mineur qui trouve la réponse puis qui peut se rajouter d'autres transactions au bout? Deux minutes? Le block time va varier dépendant des différentes crypto-monnaies. Là. Disons que quand Bitcoin est sorti, si on regarde ça comme ça a été le premier. Ben il y en a plusieurs qui ont essayé de le copier en le forkant, puis ils ont essayé de mettre des block time différents comme Litecoin, où ce que le block time est plus court. Mais dans le cas de Bitcoin, le block time est 10 minutes. C'est-à-dire qu'à toutes les 10 minutes, il va y avoir un nouveau bloc de trouver. Puis le groupe de miners ou le miner qui le trouve, ben il va avoir un block reward. Puis à partir de tout ça, quand il va publier son bloc, il y a un consensus qui va se former dans le réseau, puis les transactions vont être validées. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ceux qui ont processé des transactions dans le réseau, leur transaction il va avoir une confirmation établie. Puis c'est ça la puissance de quelque chose comme Bitcoin, c'est que c'est tellement difficile de trouver le fameux quiz, le quiz qu'on demande aux mineurs de découvrir, que eux, ça leur prend, avec toutes les capacités de calcul, une dizaine de minutes, trouver la réponse. Exactement. Puis un coup qu'ils trouvent la réponse, ils sont capables de dire, ben voici là, la réponse au quiz. Puis après ça, pour que quelqu'un revienne puis dise, OK, là, moi, on m'a retourné de bord, m'a essayé de copier. Mais c'est que 10 minutes après, il y a un autre bloc qui se rajoute, ce qui fait que c'est impossible pour quelqu'un de retourner dans le passé et de dire, OK, m'a refaire la chaîne parce que ça lui prendrait trop de temps de calcul, c'est impossible pour lui. Puis c'est ce qui fait que la fameuse blockchain devient homologuée, reconnue et consensuelle à travers tout le monde en disant c'est ça la vérité, parce que tu peux finalement revenir dans le passé, changer ce qui s'est passé à cause de cet effort-là qui doit être fait par les mineurs. Exactement. C'est l'effort qu'on appelle le proof of work en anglais. Dans le fond, la preuve de travail en français. Puis ce que tu me dis là, Mario, c'est totalement vrai. Au niveau du nombre de blocs, à partir du moment qu'on a un certain nombre de blocs, puis on dit dans le milieu, ce qui est reconnu, c'est qu'à partir de 6 blocs, c'est mathématiquement impossible de revenir en arrière pour des raisons de puissance de calcul. Puis là, on parle en exahash, là, des affaires comme la puissance du réseau, on parle approximativement au jour de l'enregistrement, approximativement 50-55 exahash. Donc, c'est extrêmement grand. Puis cette puissance de calcul-là, pour qu'on soit capable de l'avoir, par exemple sur Azure, ça coûte de l'argent. Puis cette somme d'argent-là, pour avoir cette puissance de calcul-là, est tellement grande qu'il n'y a personne sur Terre qui pourrait se la payer. Même les plus riches de la planète. Mais c'est ce qui a créé un peu une polémique autour des crypto-monnaies, parce que puisque c'est Bitcoin qui est le porte-étendard, puis que Bitcoin, la preuve de travail, demande beaucoup de cycles de CPU,
il y a des gens, des environnementalistes qui disaient, ben écoute, cette crypto-monnaie-là, finalement, elle dépense de l'énergie, puis l'énergie, bon, on sait que ça crée ça crée des gaz, des effets de serre et tout, donc il y a eu une polémique là, dans les dernières années autour de Bitcoin. Je sais que c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais... Exactement. C'est un point important que tu apportes, Mario, parce que en fait, c'était le discours d'Hydro-Québec quand ils ont décidé de bloquer l'accès au réseau électrique des mineurs au Québec. Mais ça n'a pas tenu, ce narratif-là n'a pas tenu parce que si on compare, par exemple, la consommation énergétique du réseau Bitcoin, par exemple, au système financier mondial, les banques avec les bourses, toutes les succursales, puis l'émission en carbone de tous les gens qui vont travailler dans ces banques-là, ben le coût de maintenance de la preuve de travail dans Bitcoin est vraiment inférieur à tout ça, mais de loin. C'est que le bénéfice que les banques puis le réseau financier mondial a, c'est qu'eux autres, ils répartissent leur bill, leur compte d'électricité. Chacun paye son petit compte de quelques milliers de dollars à tous les mois, plutôt que d'avoir un gros compte qui peut représenter des centaines de milliers de dollars. Mais au total, c'est probablement 10 ou 100 ou même 1000 fois plus qui est dépensé par le système financier aujourd'hui pour accomplir à peu près le même exploit que ce que fait une crypto-monnaie. Exactement. On peut se demander combien que chaque banque a de succursales, par exemple. Donc, c'est des choses qui peuvent me donner une piste d'ordre de grandeur par rapport à ces discours-là. Mais si on regarde au niveau du block time, pour revenir à ça, parce que c'est un point important que tu apportes là pour le sujet d'aujourd'hui, Mario, le block time de Bitcoin se trouve à était, jusqu'à l'arrivée du Lightning Network, un des bloquants qui fait que les gens qui voulaient faire une transaction, par exemple, pour acheter une tasse de café au Starbucks, ben, ils voulaient pas nécessairement attendre 10 minutes avant que la transaction soit confirmée. Oui, puis souvent c'était pas vraiment 10 minutes, vu qu'on sait qu'il faut attendre que quelques blocs soient consommés. Donc souvent, c'était comme 20, 30, 40 minutes, juste pour être sûr que Exactement. Que ta transaction était bien homologuée et reconnue sur le blockchain. Donc, 30-40 minutes pour être sûr que tu as payé ton café au Starbucks, là, c'est long. Pas trop acceptable. Exactement. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, en fait, jusqu'à l'arrivée de Lightning Network, ben, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est que pour une transaction d'une valeur peu élevée, ils pouvaient se satisfaire d'une confirmation. Mais quand cette transaction de plusieurs dizaines de milliers de dollars, ben là, à ce moment-là, on va vraiment attendre 6 confirmations. Ce que le Lightning Network apporte, une des choses que ça apporte, c'est la capacité de transiger de façon instantanée. Là, on parle de quelque chose de l'ordre du nanoseconde. Mais là, attends, c'est comment ils font ça? Parce qu'il faut toujours qu'il y a toujours encore des mineurs qui doivent faire traiter les fameuses transactions. En tout cas, packager les transactions dans un bloc, là. Exactement. Mais en fait, tout ça reste vrai. Exactement. En fait, pour rentrer dans le sujet de façon plus facile pour les auditeurs, si on regarde le blockchain puis les bitcoins, tout ce qu'il y a comme concept au niveau du blockchain des bitcoins reste là. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une couche par-dessus qui s'appelle le Lightning Network. Puis le Lightning Network, C'est quoi? Le Lightning Network, c'est un réseau composé de collatéral qui utilise la blockchain comme juge dans le cas d'un malentendu ou d'un conflit entre les parties. Donc, le Lightning Network, c'est un réseau de collatéral. Un collatéral, c'est quoi? Bon, dans le secteur financier, les gens savent quand même assez bien c'est quoi un collatéral. Ben, un collatéral, par exemple, si vous allez voir votre banquier puis vous voulez acheter une maison, ben la première chose qu'il va vous demander, ou si vous voulez emprunter de l'argent, la première chose qu'il va vous demander, c'est une garantie. Ben un collatéral, c'est ça, c'est une garantie. Donc, dans le Lightning Network, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des channels, puis les channels sont composés de collatéral. C'est-à-dire que chacun des membres du channel, qui a 2 personnes, ont un collatéral avec une clé de révocation qui peut utiliser à n'importe quel temps pour réclamer ses fonds. Ça revient un peu comme avoir un tiers parti qui va
juste s'assurer que parce que, tu sais, c'est pas nouveau d'avoir les tiers parties dans les transactions financières. T'as quelqu'un qui dit, ben, avant que toi, tu veux payer 20 $ à monsieur untel, ben, moi, je vais être celui qui va garder le 20 $ en attendant que tu aies bien reçu le bien, puis après ça, j'enverrai le 20 $, puis si tu reçois jamais le bien, ben, je vais te retourner ton 20 $. C'est, le principe-là, en finance, il est vieux comme le monde, et il y a beaucoup de compagnies, c'est ça leur gagne-pain. Exact. Donc là, dans ce cas ici, le tiers parti qui serait ton collatéral, exact. Il servirait un peu à ça. Essentiellement, il ferait juste assurer que ton 20 sous, 50 sous, 3 $ que tu as payé pour ton café, ben si jamais tu n'as jamais reçu ton café, moi, je vais te redonner ton argent, c'est un peu ça. Exactement. Sauf que dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment la tierce partie, le counterparty risk n'existe pas dans un cas comme ça parce que la tierce partie, ça se trouve être la blockchain. Puis il y a personne qui la contrôle. La tierce partie, au lieu d'être une entité légale qui va vouloir avoir sa cote-part, parce que c'est un peu comme ça. Exactement. Donc là, ça va être plutôt une abstraction informatique qui va juste vérifier. Donc c'est quoi? C'est comme une autre blockchain à côté? Non, c'est vraiment une couche par-dessus. Donc, on conserve la blockchain, on conserve Bitcoin. Puis ça, c'est une couche par-dessus qui nous permet de transiger de façon instantanée, sans tierce partie humaine dans laquelle on aurait un counterparty risk ou dans laquelle les transactions peuvent être faites de façon trustless en anglais, sans confiance. Mm-hmm. Puis, peu importe ce qui arrive, tu vas toujours être protégé par des mécanismes automatisés. En fait, c'est des smart contracts qui sont basés sur le blockchain qu'on appelle des HTLC, des Hash Time Lock Contracts. Sans aller dans les détails, ce que c'est, cette affaire-là, c'est une construction qui permet de transiger avec des multisig wallets, c'est-à-dire qu'on a un wallet dans lequel, pour être capable de dépenser, ça prend les deux clés des participants. Donc, c'est le principe des clés publiques, clés privées. Sauf que dans ce cas-là, pour être capable de dépenser l'argent qu'il y a dans le blockchain, dans ce wallet-là, qui est dans le fond, un wallet combiné, un portefeuille combiné, ça prend les deux clés. Puis c'est les deux clés qui vont activer le fameux contrat, le contrat intelligent. Exactement. Ça, c'est le bloc de construction de base du Lightning Network. OK. Si ça te dérange pas, Hugo, j'aimerais juste qu'on fasse j'aimerais ça qu'on vienne pour expliquer aux auditeurs qui sont vraiment pas familiers avec le concept de smart contract ou la notion de smart contract. C'est plus en détail pour que quand on va revenir pour dire, voyez-vous, c'est là-dessus que Lightning Network va s'appuyer. Donc, à la base, est-ce que je me trompe si je dis que les fameux smart contracts, c'est sur le fameux, un autre réseau de blockchain qui s'appelle Ethereum, que c'est né cette notion-là ou cette innovation-là? Ben, l'idée dans la communauté, elle existe depuis longtemps. Ethereum a été la première chaîne de blocs qui a, selon au meilleur de mes connaissances, qui a implanté les smart contracts avec une implémentation, ils disent Turing complete. C'est-à-dire que c'est pas seulement de la logique de base, mais Bitcoin avait depuis le jour 1 des smart contracts qui étaient très primaires. Mais ils sont encore là. Ah, OK. C'est ça qui est utilisé aujourd'hui. Ah, OK, je comprends. Parce que, puis là, je veux juste pas trop mêler nos auditeurs. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est une blockchain qui existe depuis plus de 10 ans, qui, à toutes les 10 minutes, il y a des nouveaux blocs qui apparaissent sur la blockchain et ça sert à essentiellement ce journal de transactions-là, les transactions que c'est de la monnaie, c'est de la crypto-monnaie. Donc, ça sert à des gens de pouvoir s'en servir comme monnaie électronique. Ethereum, ça a été créé, je sais pas trop quand, mais il y a quelques années, avec en disant, hey, c'est une bonne idée cette histoire de blockchain-là, mais nous, on va en faire une pour essentiellement viser les entreprises et en donnant des capacités plus puissantes pour faire des contrats intelligents, des smart contracts. Mais là, tout ce que tu as m'expliqué, c'est que déjà
Bitcoin, il y avait des smart contracts primaires et c'est sur ceux-là que vous allez vous appuyer pour mettre en place Lightning. Exactement. Sur le réseau Lightning Network, ce qui est utilisé, c'est des smart contracts de Bitcoin qui forment ce qu'on appelle des HTLC. C'est des Hash Time Lock Contract. Et puis, ça, c'est une forme de smart contract, mais sans creuser plus dans ça, ça pourrait être le sujet d'une autre discussion parce que ça va très, très loin. Il y a présentement aussi Microsoft qui est en train d'utiliser et de faire des tests à construire sur Bitcoin. Donc, présentement, Microsoft est en train de faire des constructions sur le blockchain avec les smart contracts de Bitcoin pour essayer de créer la mythique identité en ligne. Là. Donc, ça fait partie des choses là que depuis 20 ans, il y a beaucoup de compagnies qui essayent de faire. Puis Microsoft a notamment eu un certain succès avec ce qu'on connaît comme étant aujourd'hui le Microsoft Passport. Ben, présentement, Microsoft est en train d'essayer d'utiliser la chaîne de Bitcoin qui est la plus grande blockchain, la plus solide, la plus fiable, pour essayer de baser avec des smart contracts. En fait, c'est une autre forme de smart contract qui sont des anchors ou des ancres. Créer une identité reliée à ça. Donc, ça, c'est une autre utilisation. Parce que les gens se sont rendus compte que finalement, le Bitcoin, puisqu'à tous les 10 minutes, il va arriver un nouveau bloc dessus, et que personne ne peut prévoir qu'est-ce que va être la clé qui va résoudre. Donc, c'est comme si on avait un système universel de génération de nombres aléatoires. Exactement. Puis à ce niveau-là, il y a des chercheurs qui se sont dit, hey, là, j'ai vraiment une façon totalement indépendante des technologies, parce qu'aujourd'hui, les générateurs de nombres aléatoires, c'est souvent, même si on pense que c'est aléatoire, c'est pas si aléatoire que ça, non. Parce que ça prend un certain équipement physique en dessous, mais dans ce cas-là, c'est presque sûr que c'est totalement aléatoire. Et là, il y a des chercheurs qui essaient d'utiliser ça pour faire d'autres innovations, parce que ce que tu nous parles, Hugo, et nos auditeurs en sont peut-être pas conscients, mais c'est que il y a un foisonnement d'innovation possible avec cette histoire de blockchain-là, dont, entre autres, la première innovation qui est née il y a maintenant une dizaine d'années, qui est Bitcoin pour faire une crypto-monnaie. Et là, vous rajoutez une couche par-dessus Bitcoin, puis on va y venir, là. Et à côté de ça, bon, comme j'expliquais, il y a des entrepreneurs qui, avec Ethereum, ont essayé eux autres aussi de créer des choses. Il y a Microsoft qui, eux-mêmes, eux autres, embarquent dans le bâton en se disant, hey, il y a quelque chose à faire avec ça. Et c'est pas tout, hein, c'est pas tout. Il y a Facebook qui s'en vient très prochainement avec sa propre crypto. Là, il y a quand même pas mal de bruit par ça dans les médias. Il y a Jack Dorsey de Twitter qui a décidé avec l'équipe avec sa nouvelle compagnie Square de dédier un certain nombre de programmeurs 100% consacrés à construire puis à développer Bitcoin, dont le Lightning Network, parce que eux, l'enjeu principal, pourquoi ils n'ont pas adopté ça? Pourquoi ils n'ont pas adopté encore Bitcoin? Une des questions qui revient souvent en surface, c'est Bitcoin, combien d'utilisateurs présentement? En 2019, on est approximativement entre 35 et 40 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, c'est ça le chiffre qu'on a en termes de, si on veut, daily active user au niveau de Bitcoin. Puis, si on regarde Twitter ou Facebook, si ces gens-là ils utilisent cette technologie-là, ben là, on parle de milliards d'utilisateurs. Donc, comment Bitcoin va être capable de supporter la charge? C'est là que l'enjeu est pour qui a mené à la création de Lightning Network. Puis là, on va faire encore un petit billet. Jack Dorsey de Twitter, lui, ce qu'il trouve intéressant des blockchains, puis tu me corrigeras si je dis quelque chose de stupide, Hugo, parce que j'ai pas le temps de tout suivre ça, mais c'est fabuleux ce qui se passe. Mais Jack Dorsey s'est dit, hey, avec un Bitcoin, je pourrais peut-être faire un Twitter où ça serait impossible pour les gens de venir par en arrière puis dire non, j'ai jamais dit ça, ou j'ai jamais fait ça, c'est-à-dire impossible de répudier finalement le flot de messages qui se passent dessus. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, s'il prendrait la technologie Bitcoin avec son milliard d'utilisateurs, probablement que à toute fois que tu voudrais envoyer un Twitter, ça te prendrait 10 minutes avant que ton Twitter apparaisse sur le réseau, ce qui est un petit peu trop long. Exactement. Donc,
Il se dit, hey, si je suis capable de pouvoir rendre ça à la nanoseconde, ce que ta technologie Lightning Network promet, ben là, il se dit, wow, il dit là, j'ai une solution, moi, pour être capable de faire un Twitter 10 fois plus solide que le Twitter actuel. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, là, t'as toujours du monde qui reviennent, qui essaie de changer, puis là, c'est de prouver que c'était ça vraiment le message original. Puis bon, c'est sûr que par l'interface, il t'empêche un peu, mais si t'es assez fin finot, tu peux même aller en arrière de la couverte puis toujours réussir à bouger des choses que tu pourras jamais faire avec une blockchain. Une blockchain, c'est immuable. Du jour où est-ce que c'est fait. Ça, c'est le plus bel adjectif que tu peux donner, Mario, à la blockchain. C'est la caractéristique d'immuabilité qu'on lui attribue. C'est pour ça qu'on peut construire là-dessus. C'est pour ça que ça devient intéressant pour plusieurs joueurs. Puis dans un cas comme Twitter, l'intérêt il est là, mais là, ça prend une technologie pour être capable de scaler ça. Puis en fait, l'enjeu, il est là depuis longtemps dans la communauté. Ça a suscité un très grand débat. Puis le scaling de Bitcoin, c'est une question qui a été présentée dans ses premières années. Donc, quand Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, a releasé son paper, une des premières questions qui a été lancée, on lui a dit c'est très bien, c'est intéressant cette technologie-là, mais ça scale pas. Donc, à partir de là, il y a tout un débat qui a été créé pour essayer de trouver des solutions à ça. Puis, il y a eu beaucoup de recherches scientifiques. Satoshi Nakamoto avait lancé des idées à cette époque-là, sans nécessairement parler de payment channel comme on parlait avec des HLC, mais en parlant de lock time. C'est-à-dire que tu pourrais, par exemple, mettre une transaction dans la blockchain avec un smart contract qui dirait, par exemple, tu peux mettre cette transaction-là dans la blockchain, mais tu peux pas redeemer tu peux pas aller réclamer les fonds avant X nombre de blocs ou X nombre de temps. Ces conditions-là permettent actuellement d'arriver à construire ce qu'on appelle le Lightning Network. Mais c'est un débat qui a duré, qui est encore en train de durer. Ça fait plus de, je te dirais, 8 ans que ça dure. Puis c'est un sujet de recherche scientifique. Là. Il y a plusieurs scientifiques à travers le monde qui travaillent là-dessus. Puis pour vous nommer quelques écoles qui travaillent là-dessus, on parle d'University of South California, on parle du MIT, on parle d'une université à Paris, à Hong Kong, puis de plusieurs chercheurs qui travaillent ensemble en faisant des thèses doctorales pour arriver à trouver des solutions à ça. Puis la solution qui a été trouvée, c'est le Lightning Network. Il y a plusieurs papers qui ont été releasés. Puis à partir de 2015, ils ont commencé la construction de cette affaire-là. Imaginez-vous ça. Ça a pris plusieurs années avant qu'on arrive à trouver la solution scientifique à ça. Puis à partir de 2015, ils ont commencé à le construire. La construction, le premier release a été fait en décembre 2017. Donc ça fait déjà un an et demi. Et puis c'est fonctionnel, ça fonctionne très bien. C'est encore un embryon de ce que ça va devenir, mais c'est quelque chose qui va apporter énormément en termes de puissance. En fait, ça va décupler la puissance du réseau Bitcoin à une échelle totalement incroyable. Ben, justement, moi, ce que j'aimerais tu sais, parce que là, on a parlé de blockchain, là, j'aimerais qu'on fasse comprendre à nos auditeurs que le fameux blockchain, c'est pas la transaction qu'il fait, c'est un amalgame d'un paquet de transactions. Donc, pour que les gens, parce que c'est quand on comprend qu'il y a un paquet de transactions, là, on est capable de peut-être comprendre ton propos en disant, écoute, ta transaction va être barrée dans le temps pendant un certain temps avant que tu puisses vraiment la réclamer. Mais puis là, ça permet aux gens d'entrevoir de dire, ah oui, ok, c'est possible cette histoire-là de Lightning Network, sans comprendre tout le fin détail cryptographique en arrière. Mais donc, si on vient sur qu'est-ce qui se passe quand un mineur, lui, va homologuer un bloc? Le bloc, il va contenir quoi? Ben, quand un mineur va proposer une solution à un bloc, ce bloc-là va contenir plusieurs milliers de transactions. Puis donc, si je comprends bien, là, mettons, moi, je fais une transaction sur le réseau Bitcoin. Je te dis, OK, je prends 10$, je l'envoie à Hugo Doyon. Oui. Donc ça, c'est une transaction. Puis je la soumets. Mais tant qu'il n'y a pas un mineur qui va dire, hey, je la mets dans le bloc, elle est pas valide pour l'instant. Elle est juste soumise. C'est ça, exactement. Sauf si tu utilises le Lightning Network.
C'est là que le Lightning Network... le Lightning Network va changer ça, mais expliquons aujourd'hui ce qui se passe technologiquement, puis après ça, on regardera comment ça va se passer avec le Lightning Network. Parfait. Ben, aujourd'hui, en fait, si tu fais une transaction, tu m'envoies 10 pour avoir la confirmation, il faut au moins que j'attende 10 minutes. C'est ça qui arrive. Faut que j'attende 10 minutes. Quand le bloc va être passé, Hugo, là, va falloir que tu ailles voir dans le bloc si ta transaction, elle est bien là. Parce que si c'est pas là, tu vas dire, ça n'a pas passé. Moi, ma transaction est pas dedans. Ça arrive, ça, des fois que ta transaction est pas dedans parce que... Ça, c'est des périodes moi, j'appelle ça des périodes de surcharge du réseau. C'est ça qui est arrivé en 2017. Il y a eu trop de monde sur le réseau ralentit, les transactions ont pris plus de temps. Donc, ces 10 minutes-là de temps de confirmation, c'est pas sûr qu'il va être nécessairement rencontré si tu envoies une transaction. Autrement dit, s'il y a trop de monde qui envoie de transactions dans le réseau en même temps, les transactions vont s'accumuler quelque part dans une place qu'on appelle le mempool. Puis ils vont être en attente d'être procédés. Fait que là, les miners, ils vont cruncher le plus vite possible, puis ils vont essayer de pacter les blocs le plus possible, mais ils peuvent pas produire plus qu'un bloc aux 10 minutes. Donc, s'il y a trop de transactions, le réseau ralentit, les frais montent. Fait que là, ce qu'on essaie de faire avec le Lightning Network, l'idée en arrière de tout ça, c'est que pour les plus petites transactions, de se faire un payment channel dans lequel on a un collatéral, puis on peut transiger de façon instantanée. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 10 minutes de confirmation ou de prendre le risque qu'il y a un achalandage dans le réseau qui te ralentisse, qui fait que tu n'avais pas ta confirmation, ben tu peux transiger de façon automatisée avec un contrepartie. Puis quand que tu décides de vouloir confirmer le tout pour l'écrire dans la blockchain, ben là, tu peux après ça aller en anglais settler on the blockchain. OK. Donc, la grosse innovation de Lightning Network, c'est que ta transaction qu'aujourd'hui, quand tu l'as faite, t'es pas sûr qu'elle a vraiment passé ou qu'elle est officielle tant que t'as pas eu le bloc de créer par un mineur. Le Lightning Network lui va te dire, oublie ça, là, t'as même pas besoin d'attendre. Moi, je te certifie, elle est passée, là. Ton 2$ pour ton café, là, tu peux lui donner le café parce que tu vas avoir 2$. Exactement. Ce qui est essentiellement la base de tout ce qui est une monnaie. C'est-à-dire que pourquoi on a créé la monnaie? Originalement, on faisait du troc, c'est parce que c'est un peu compliqué de commencer à faire du troc, mais une monnaie, c'est je te donne ça, ben, tu peux en contrepartie, je te donne un bout de papier, puis le papier, il est officiel. Mais là, ici, maintenant, c'est plus du papier physique, là, c'est une abstraction électronique qu'on te donne, qui est la crypto-monnaie. Mais c'est la même mission, essentiellement, que ça cherche à faire. Totalement. Fait que là, dans une situation de même, on a une possibilité de faire une transaction, même plus rapidement qu'avec les cartes de crédit Visa ou avec les cartes de crédit Mastercard. On parle d'une capacité de transaction en termes de vitesse de l'ordre du nanoseconde. Comme on disait tantôt aussi, la possibilité de transiger sans avoir de counterparty risk sans avoir besoin de faire confiance à qui que ce soit avec un pur étranger que tu connais pas parce qu'il a mis un collatéral dans un channel avec toi. C'est ça l'idée. Fait que cette vitesse de transaction-là est intéressante, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est les frais de transaction qui deviennent virtuellement zéro. Là, on parle de frais de transaction qui vont aller qui peuvent aller à une granularité de 1/100 millième de cent. Donc, c'est extrêmement petit. Des choses qui étaient impossibles à faire auparavant sont maintenant possibles. C'est-à-dire prendre une transaction, faire une transaction puis payer 1/100 millième de cent. Je veux dire, c'est incroyable parce que si vous comparez ça avec Visa ou Mastercard qui prennent 2%, ou si vous comparez ça avec Bitcoin qui va prendre, mettons, quelques sous par transaction, ben le Lightning Network va se positionner vraiment de façon très intéressante. Mais Hugo, si je suis Visa ou si je suis Mastercard, qu'est-ce que je fais là présentement? Parce que c'est tout leur modèle financier que vous mettez à mal. Là. Est-ce que les autres, ils embarquent dans le bateau en disant hey, on va prendre le contrôle de ça ou Ben l'information que j'ai, c'est que présentement, Visa et Mastercard, selon l'information que j'ai, ils n'ont pas vraiment embarqué dans le Lightning Network, mais ils sont dans les founders du fameux Facebook Coin qui devrait être lancé incessamment. Là. Ils font partie des investisseurs là-dedans. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, je peux vous dire que avant d'embarquer dans le Lightning Network, j'ai calculé mes affaires.
J'étais, comme je vous dis, j'ai expliqué un peu mon parcours avant quand j'ai commencé dans les cryptos, quand j'ai laissé ça tomber en pensant que ça allait mourir, puis quand je suis revenu tranquillement dans ça, puis que j'essaie de répondre aux deux questions que je vous ai soulevées, c'est-à-dire comment ça Bitcoin ne veut pas mourir, pourquoi que le prix ne cesse de monter, puis je tentais de répondre à ces questions-là. En fait, au niveau de ma démarche à ce moment-là, au niveau temporel, on était rendu approximativement en 2016-2017. C'est là que j'ai fait le calcul. Puis j'ai regardé la capacité de transaction de Bitcoin avec mes connaissances de scaling, de load testing, pour voir c'est quoi la puissance de ces réseaux-là. Puis Bitcoin, ce qu'on a comme capacité de transaction, on parle de 7 transactions secondes. C'est ça qu'on a avec Bitcoin. Avec Visa, on a, selon le site officiel de Visa, qui dit qu'ils ont, en fait, eux, sur leur site, ils avancent qu'ils ont la capacité de faire 24 000 transactions par seconde. OK. Qui est probablement la même affaire du côté de Mastercard. C'est vrai mettons qu'on fait un chiffron, là, Visa, Amex, puis Mastercard ensemble, 60 000 transactions secondes. OK? Bitcoin versus 7 transactions secondes pour Bitcoin, donc on est dans des ordres de magnitude complètement différentes, là. Ouais, Bitcoin est beaucoup plus lent que ces technologies-là. Donc, l'idée en arrière de Lightning Network, c'est de rendre Bitcoin beaucoup plus puissant. Puis le Bitcoin plus le Lightning Network, là, ça devient très intéressant parce qu'on scale le réseau Bitcoin de façon décentralisée. Puis là, on parle dans le Lightning Network, on a des nœuds. Chaque nœud a une capacité de transaction de 14 transactions par seconde, avec à peu près 8700 nœuds présentement dans le réseau. Donc, en date d'aujourd'hui, on a un potentiel de près de 100 000 transactions par seconde, théorique. Donc, c'est ce moi, j'ai fait ce calcul-là en 2017. C'est là que j'ai dit, c'est assez. Je peux plus me permettre d'ignorer les cryptos. C'est là pour rester. Puis, j'ai décidé de consacrer ma vie à ça, à étudier ces phénomènes-là, puis à essayer de les comprendre. Mais la question, tu sais, Bitcoin a déjà une certaine notoriété, parce que à quelque part aussi, il faut que tu gagnes la confiance des utilisateurs. Puis je pense que c'est là-dessus que Facebook, eux autres, se positionnent en disant, ben nous, on a déjà une relation d'intimité avec des millions d'utilisateurs. Si on leur offre une crypto-monnaie qui utiliserait aussi quelque chose comme l'équivalent de Lightning Network avec une crypto-monnaie, bon, on pourrait compétitionner Bitcoin avec Lightning Network. Puis tout à l'heure, un peu comme dans tous ces systèmes-là, on va se retrouver avec un quasi-monopole, 2-3 joueurs. Probablement que Bitcoin va rester comme un des joueurs. Et je serais pas surpris que l'initiative que Facebook prenne, que ça ait du succès. Puis, faut pas se le cacher, on va probablement voir Apple apparaître dans le décor aussi pas longtemps après, parce que ces joueurs-là ont déjà des relations d'intimité avec beaucoup d'utilisateurs. Ouais. Parce que on s'entend, utiliser une crypto-monnaie, c'est un acte qui demande beaucoup de confiance. Quand tu connais pas ça... C'est surtout de la confiance en soi, la confiance en tes capacités techniques d'être capable de le faire comme il faut. Parce que le réseau en soi, le réseau de Bitcoin, c'est un réseau qui ne requiert pas de confiance. C'est vraiment la différence. Quand Facebook va lancer son coin, éventuellement, ou quand vous transigez de l'argent comptant, vous faites confiance à un billet de papier qui a la figure de la reine dessus pour vous donner confiance. Mais dans Bitcoin, on n'a plus besoin de confiance en soi. On n'a plus besoin de cette confiance-là parce que c'est basé sur les mathématiques, c'est basé sur l'encryption, des clés publiques, les clés privées. Puis le protocole Bitcoin a jamais été piraté en soi. Dans les 10 dernières années, ce protocole-là, c'est incroyable, mais il a jamais été piraté. Mais Hugo, tu le dis, on fait confiance aux mathématiques, on fait confiance à la cryptographie, on fait confiance à la science. On s'entend, il y a des millions de personnes sur la planète qui sont prêtes à faire confiance à ça, mais on le sait, juste pour se promener un peu sur Internet, il y a encore beaucoup de gens qui sont très méfiants de tout ce qui est lié à la science. Donc, les joueurs comme Facebook, eux, vont dire, ben c'est mon brand à moi, c'est ma notoriété qui va te certifier que c'est sécure,
d'utiliser ça, même si à quelque part, ça n'a rien à voir que il y a pas trop, zéro confiance de plus, ce n'est que de jouer sur la notoriété de leur marque. Exactement. Ça, c'est pas nouveau, là. C'est pas nouveau. Toutes les groupes, Facebook, Apple est maître dans l'art de faire ça, là. Quand ils ont lancé, il y a pas si longtemps, une carte de crédit, on s'entend, là, ils ont pas révolutionné rien, ils ont juste dit, ben, moi, je vais jouer sur ma crédibilité de ma oui, marque. Mais la carte est en titane, Mario. Oui, c'est ça. Mais Mario, je regarde là la liste là, des compagnies là qui s'associent à Facebook là pour cette crypto-monnaie-là. Il y a Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Stripe, Booking.com. C'est tous des joueurs là importants. Ouais, c'est du sérieux. Les cryptos depuis 10 ans, c'est phénoménal de voir de quelle façon ça a évolué. C'est phénoménal aussi de voir la façon que c'est développé, les technologies qui en ont de ça, c'est vraiment très intéressant. On parle souvent de la blockchain, mais la blockchain, c'est pas la seule. Là. Il y a plusieurs autres choses. Il y a les Merkle Tree, il y a les SPV Wallet, il y a Neutrino, il y a des technologies cette année qui vont arriver, notamment les Schnorr Signature, qui sont tous des sujets relativement avancé, que ça prend beaucoup de temps à rentrer dans ça. Mais moi, j'ai choisi de me consacrer sur le Lightning Network parce que, avec mon expérience au niveau du scaling puis du load testing, je sentais que ça allait être le plus gros défi de l'ère moderne pour le scaling. Fait que c'est pour ça que en 2017, j'ai décidé de laisser tomber tout ce que je faisais. À ce moment-là, j'étais en train de travailler dans une des plus grandes banques d'investissement au monde à faire des systèmes de trading. Puis j'ai vu les deux systèmes. C'est ça qui est intéressant dans mon cas, c'est que j'ai vu le système financier actuel avec plusieurs expériences de développement dans d'architecture à essayer d'améliorer la performance sur des systèmes de trading financier conventionnels. Puis je vois les cryptos de l'autre côté. Je suis en mesure de comparer les deux. Puis je vois les avantages que ça apporte. Mais justement, parce que, tu sais, on a sûrement de nos auditeurs qui écoutent ça puis se disent, attends une minute, moi, j'aurais besoin aussi d'être capable de faire des transactions, pas attendre 10 minutes, parce que, je sais pas, moi, je fais un système XYZ, puis donc, je verrais un intérêt. Donc, si demain matin, là, il voudrait utiliser Lightning Network pour faire ça, parce que tu sais, mais imaginons que Facebook font leur crypto-monnaie de leur côté, ça n'empêchera pas que Lightning Network va être présent et va exister. Exactement. Et ils pourront pas empêcher. Non, ils pourront pas. Puis Lightning Network va répondre à des besoins que beaucoup d'autres joueurs vont avoir dans l'industrie qui vont dire, ben oui, moi je vais prendre ça parce que je vois pas pourquoi je ferais affaire avec Facebook. Là, ça m'apporte rien, à part juste qu'il faut que, probablement que Facebook va ramasser sa cote. En tout cas, Visa, Mastercard, tous ces gens-là vont essayer juste de reproduire le système actuel. C'est ça. Peut-être au lieu d'être 2%, ça va être un petit peu moins parce que là, ils se font challenger. Mais on s'entend, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est être un tiers parti qui ramasse une partie de l'argent. Puis ce que Lightning Network, toi tu dis, c'est vous avez pas besoin de payer de l'argent à ces joueurs-là. Ça coûte presque rien d'utiliser Lightning Network. C'est ça qui est complètement incroyable. C'est que là, on prend des entreprises qui ont des chiffres d'affaires astronomiques, qui ont des marchés qui sont énormes, puis on réduit la grosseur de ces marchés-là à des proportions qui sont extrêmement petites, en redonnant le pouvoir aux gens. Avec les cryptocurrencies, c'est ça qu'on fait. On redonne les pouvoirs aux gens de contrôler leur propre argent. Et puis, en fait, le Lightning Network, c'est un autre point qu'il faut amener par rapport à ça, c'est que ce réseau-là, qui est un réseau par-dessus Bitcoin, est un réseau aussi qui est compatible avec d'autres currencies. Présentement, sur ce réseau-là, il n'y a pas seulement Bitcoin. Il y a Litecoin, il y a Decred qui est en train d'arriver, il y a Tether, puis moi, il y a Tether qui devrait arriver, USD Tether qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Moi, je vous prédis que dans les 2000 cryptocurrencies, dans les prochaines années, il va en avoir plusieurs dizaines qui vont migrer vers Lightning Network parce que ça apporte énormément d'avantages. Mm-hmm. Parce qu'à quelque part, aujourd'hui, il y a tu sais, des fois c'est triste là, parce que le gros bon sens nous dit, hey, ça devrait être ça qui va se passer. Je vais faire un cas d'espèce. Il y a une trentaine d'années, il y avait 2 joueurs qui se compétitionnaient pour faire de la vidéo maison. Je reviens avec le cas bêta contre VHS.
Beta avait une technologie beaucoup meilleure que VHS, mais VHS a réussi à faire des contrats avec des gens qui publiaient des films 3X, pour ne pas les nommer, puis ça l'a fait en sorte que c'est parce que faut croire que les gens qui écoutaient les films 3X, ça leur dérangeait pas trop que la technologie soit moins bonne, mais c'est quand même VHS qui est devenu le standard d'industrie. Donc aujourd'hui, on se retrouve que il y a Lightning Network qui offre quelque chose de fort intéressant, qui a technologiquement apparemment beaucoup plus d'avantages, et puis ça sera peut-être pas Facebook, mais les Facebook ou d'autres joueurs qui vont essayer eux autres aussi d'embarquer dans ce marché-là. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver que Facebook utilise le Lightning Network. Twitter, présentement, en fait, Jack Dorsey a fait beaucoup de posts durant la dernière année concernant le Lightning Network, puis il a même participé à une transaction sur le Lightning Network avec le Lightning Torch, juste pour tester la technologie. Mm-hmm. Donc, c'est très possible que ça soit utilisé, mais pour en revenir aux gardes de standard que tu me parlais, Mario, avec les cryptocurrencies, c'est un autre phénomène qu'on a à faire parce que avec les gardes de standard, par exemple entre VHS puis Beta, c'est des industries qui s'affrontent. Avec les cryptocurrencies, c'est un autre concept complètement qui peut déstabiliser beaucoup de gens parce que en fait, on le qualifie en anglais de permissionless, c'est-à-dire qu'il ne requiert pas de permission. C'est-à-dire que ce système-là, Bitcoin, Lightning Network, ça va continuer à avancer que les gens le veulent ou pas. Mm-hmm. Donc, puis qu'il y ait l'Internet ou pas. C'est aussi fou que ça. Mais on n'a pas besoin de l'Internet aujourd'hui pour propager la blockchain. Il y a des gens dans l'équipe de Blockstream, qui est une entreprise en Californie, qui ont lancé un satellite dans l'espace pour broadcaster le blockchain sans l'Internet. Puis avec des mesh networks, tu peux même potentiellement, dans un futur proche, transiger des transactions sur le Lightning Network sans l'Internet. Mais ça me semble clair, là. On pourra pas, même s'il y a des gens qui aimeraient peut-être ça, fermer Bitcoin, fermer Lightning Network, mais ils pourront pas arrêter ça. Parce que ils pourront pas. C'est un peu comme si on disait, est-ce que je peux empêcher Internet d'exister? Ben non, les gens vont juste mettre un serveur quelque part, puis tu sais, mais il y a des pays qui essaient de faire ça, là, puis on voit les défis que ça leur pose, parce que en tout cas, il y a des choses qui sont difficiles. C'est un peu comme dire, il y a une innovation qui a été inventée en recherche, puis on voudrait que ça soit caché. Mais non, à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire savoir, puis donc c'est l'avancée de la science, tu peux pas la stopper non plus. Exactement. Donc ça, on vient là, nos auditeurs qui se disent, hey, moi je veux me familiariser avec Lightning Network, ça m'intéresse. En fait, ça, Mario, c'est un très bon point pour nos auditeurs. En fait, la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, avec le Lightning Network? C'est quoi les use cases qu'il y a en arrière de ça que je pourrais utiliser pour construire une application? Le Lightning Network, ça amène la possibilité de ce que plusieurs théoriciens ont décrit comme ce qu'on appelle le Internet of Money. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des applications gratuites sur l'Internet dans laquelle on va mettre de la publicité, puis là, on va essayer de tirer des revenus publicitaires avec ça, comme Google, Facebook le font depuis des années. Là, on va t'offrir la possibilité d'aller sur un site sans publicité, mais tu vas payer au contenu. Mais là, on parle de montants d'argent qui sont tellement petits que c'est beaucoup moins cher faire ça que prendre un abonnement pour n'importe quel média traditionnel. Fait que, par exemple, pour y aller sur un site, puis il y en a des exemples en ligne, il y en a un qui s'appelle y'all.org, puis vous allez sur ce site-là, puis pour pouvoir lire les articles, vous devez payer une fraction de scène. On peut parler d'un 10 millième ou un 100 millième de scène, puis vous pouvez lire un article. Fait qu'à la fin du mois, si vous avez consommé l'équivalent de 200 articles, ça vous coûtera même pas un sou pour avoir lu ça. Donc, c'est le concept. Par contre, vous allez avoir protégé votre vie privée. Vous n'allez pas être sujet à des publicités intempestives, ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est un des use cases qu'on appelle l'Internet of Money. Il y a aussi le money as a content type, c'est-à-dire que l'argent sur l'Internet deviendrait maintenant un content type au même titre que des images ou des documents PDF. C'est-à-dire que si tu veux voir une vidéo
un nouveau genre de YouTube, ben là tu pourrais consommer le vidéo en streamant de l'argent à la seconde. Des choses qui étaient totalement impossibles jusqu'à maintenant. Donc ce genre de choses-là va potentiellement être possible très très prochainement. Es-tu en train de nous dire que les bits du vidéo, ils seraient encryptés de telle façon qu'ils sont aussi des transactions financières? Il pourrait avoir, en fait, chaque image qui est envoyée du vidéo pourrait être échangée contre de l'argent de façon à ce que tu puisses... Ouais, c'est ça. Ça va très loin. Le Lightning Network avec Bitcoin, ça va donner des possibilités totalement incroyables de transiger de l'argent sur l'Internet, des choses qui étaient impossibles ou impensables à faire auparavant. Puis là, je peux te donner un autre exemple. Les web API, les développeurs connaissent potentiellement les REST services. Ben, on pourrait, par exemple, avec le Lightning Network, se bâtir un API en REST avec les web API de .NET. Et puis, à chaque appel, on pourrait réclamer de l'argent à nos clients. Donc, si on vend des données avec un web API, pour chaque call, on pourrait faire payer les clients une fraction de sous ou l'utilisateur. OK. Mais donc, il y a un potentiel intéressant. Après ça, il faudra voir dans les prochaines années comment ça va. Ben, ce qui est super intéressant, c'est que à chaque appel, il y aurait une transaction qui serait faite parce que le modèle actuel de paywall, là, c'est que bon, ben, mettons, tu parlais des articles tout à l'heure, là, c'est que pour accéder, par exemple, au Wall Street Journal, faut que je paye, je sais pas moi, $20 par mois. Donc, j'ai une transaction par mois, je paye mon $20, mais la transaction est plus complexe. Pour mes API, ben, faut que je dis, ben, pour, je sais pas moi, 50 000 hits sur mon API, je vais te charger $50. Tandis que là, c'est vraiment là à chaque hit sur mon API, là, je pourrais dire, ben là, j'ai une microtransaction là qui est faite, puis j'ai mon paiement immédiatement. Oui, c'est totalement ça. C'est incroyable. C'est des technologies qui vont nous permettre de faire des choses qu'auparavant on n'aurait jamais pu imaginer. Parce qu'avec Visa ou Mastercard, faire une transaction, c'est non seulement 2%, mais il faut que ça soit un minimum. Il faut que ça soit un minimum de quelques sous. Au moins, je pense c'est le chiffre exact, je ne l'ai pas, mais quelques sous. Là. On parle de quelques dizaines de sous. En bas de ça, c'est pas, ils prennent pas les transactions. Donc, ça devient possible. Cette granularité-là, au niveau des modèles d'affaires, devient vraiment intéressante dans le sens que si on regarde l'histoire de l'informatique, puis on retourne dans le passé. Si on se souvient avec Windows, puis avec les logiciels Microsoft Word, avec Lotus, puis ces logiciels-là, la façon que ça fonctionnait avant, c'est qu'on émettait une licence, puis l'utilisateur devait acheter une licence pour pouvoir utiliser le logiciel. Puis après ça, on a vu d'autres modèles d'affaires apparaître, comme le Software as Service. On a vu le modèle d'affaires que Google utilise puis Facebook utilise, c'est-à-dire on va te donner un logiciel, on va te donner les Google Tools, les Google Tools online gratuitement, on va te donner Gmail gratuitement, mais on va utiliser le contenu de tes courriels pour te targeter de la pub. Donc, on donne les logiciels gratuitement, mais on utilise tes données pour essayer de te vendre la pub. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Ça, c'est les modèles d'affaires qu'on a vus jusqu'à présent au niveau de l'informatique, qui ont été quand même majeurs. Mais avec le Lightning Network, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. On pourrait avoir des logiciels qui sont développés dans lesquels chacune des fonds, au lieu de payer dans le fond un package mensuel, on paye à l'utilisation par feature. Ben juste pour consommer de la musique, par exemple. Au lieu d'avoir un abonnement mensuel, ben je pourrais payer par piste que j'ai écouté. Ça sera encore plus facile pour... en tout cas, les musiciens seraient vraiment sûrs que c'est leur piste qui est écoutée parce qu'aujourd'hui, il faut qu'ils se fient que les Spotify leur donnent des bons chiffres. Quand on dit « Ah, il y a eu 1 million d'auditeurs », peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, les musiciens n'ont aucune preuve. Là. Exactement. C'est un bon exemple que tu donnes là, Mario, Spotify, qui charge un frais mensuel
je pense que c'est quelques dollars par mois, 9,99 aux États-Unis. Mais tu vas payer ton 9,99 quand tu l'écoutes ou que tu l'écoutes pas, ton Spotify, à moins que tu le cancelles. Donc, le modèle d'affaires est tu nous payes un package par mois, que tu l'utilises ou que tu l'utilises pas. Mais avec Lightning Network puis les cryptos, là, ça devient d'autant plus intéressant que tu n'as plus de membership en soi. Tu payes vraiment juste à l'utilisation. Donc, si tu vas sur Spotify version Lightning Network, ce que tu pourras avoir, c'est à chaque fois que tu vas écouter une tune, une chanson, tu vas payer une fraction de scène tellement petite qu'à la fin du mois, ça va te revenir beaucoup moins cher de faire ça en tant qu'utilisateur. Puis, c'est pour l'entreprise qui offre ce genre de service-là, c'est plus facile à pricer. C'est plus facile à donner de l'information aussi aux créateurs sur qu'est-ce qui a été utilisé, qu'est-ce qui a été consommé, puis de donner du content sharing, des revenus à ceux qui produisent la musique de façon proportionnelle. Mm-hmm. Ouais, moi je pensais par exemple à Google ou Facebook là, qui piquent là des nouvelles, là, des sites d'information qui relaient des nouvelles, mais qui payent pas pour ce contenu-là. Il pourra avoir maintenant une espèce d'entente, puis à chaque fois que cette information-là est affichée dans une page web, par exemple de Facebook ou de Google, ben il y a une microtransaction là qui est effectuée là, puis tout le monde est heureux là. Ça pourrait être entièrement automatisé avec des microservices qui se parlent tous entre entreprises. Ça va très loin. Parce que tu pourrais même avoir la version, tu sais, aujourd'hui, à toute fois qu'un URL, c'est gratuit, un peu comme on disait, les API pourraient être payants, ben, tu pourrais même dire, ben, moi, cette URL-là, ben, si t'es pas telle chose, ben, moi, il est pas gratuit. Il faut que tu me payes une transaction, puis là, il va peut-être avoir une évolution du fameux URL dans Internet pour s'intégrer avec les microtransactions. Donc, on voit le potentiel, on voit la big picture. Je pense que c'est ça qui est super intéressant dans ce que tu nous apportes, Hugo. Moi, ce que j'aimerais... C'est énorme, mais il y en a un autre que j'aimerais ça de mentionner, Mario, si tu permets. C'est, en fait, au niveau des états financiers des entreprises, hein, vous avez sûrement potentiellement déjà vu, les auditeurs aussi, comment les états financiers sont produits, les bilans chaque année. Donc, au 31 décembre de chaque année, on va produire les états financiers, on va faire un bilan, puis on va produire des états de trésorerie. Puis ça, selon ce que les comptables m'ont appris, c'est qu'il faut voir ça comme étant une photo des états financiers de l'entreprise. Ben, avec une comptabilité basée sur les cryptocurrencies comme devise de référence, ça pourrait aller aussi loin que les flux d'état de trésorerie pourraient être des transactions sur le Lightning Network. Donc, tu pourrais avoir, au lieu d'avoir une photo à chaque année, là, pour les investisseurs qui investissent dans des compagnies qui veulent plus de transparence, au lieu d'avoir une photo à chaque année puis attendre les états financiers, ils pourraient avoir en continu de façon totalement transparente c'est quoi l'état des flux de trésorerie de cette compagnie-là. Avec des flux d'argent directement mesurables, vérifiables, auditables sur l'Internet. Puis là, on parle de choses qui pourraient aller encore plus loin, c'est-à-dire que pour le travailleur, au lieu d'être payé à chaque 2 semaines, il pourrait être payé à la minute avec de l'argent qui est streamé directement dans son compte crypto, dans son wallet crypto, pour chaque travail qui est accompli. Pourquoi qu'on voudrait ça? Ben, il y a plusieurs gens qui vont être intéressés par ça parce qu'à chaque semaine, chaque 2 semaines, ils vont attendre leur paye. Ils vont attendre d'avoir leur paye pour aller faire l'épicerie. Donc, ça donne plus de flexibilité là. Puis ce genre de pratique-là du système financier actuel, ça a certaines limitations qui pourraient être complètement surpassées par le potentiel des cryptocurrencies. Écoute, Hugo, super intéressant, mais là, le temps passe, puis on veut pas quand même... en terminant, là, si on a des auditeurs qui disent « Moi, ça m'intéresserait de me familiariser, auditeurs qui utilisent technologie.net, est-ce qu'il existe un chemin possible? Y a-t-il des API, des librairies? » Oui, en fait, là, si vous voulez, pour les développeurs .NET qui veulent commencer à faire de la programmation avec la blockchain puis avec Bitcoin, moi, je recommande une librairie qui s'appelle NBitcoin, qui a été une librairie open source qui est sur GitHub, qui vous permet d'interagir avec
avec la blockchain, de créer des portefeuilles, d'envoyer de l'argent sur des réseaux de tests de Bitcoin pour tester vos affaires, puis qu'il y a une très bonne documentation. On va mettre le lien, nous autres, sur la page, là, pour les auditeurs, pour que ce soit facile. Parfait. Je vais vous envoyer ça. Pour ceux qui veulent commencer à se familiariser avec le Lightning Network, c'est encore le début, c'est encore très, très tôt. C'est un embryon encore de ce que ça va devenir. Ce que je recommande, c'est d'aller vers le GitHub au niveau parce que le Lightning Network, c'est une implémentation. C'est une implémentation qui a été définie par plusieurs équipes à travers le monde. C'est un standard qui a été établi. Puis il y a plusieurs implémentations de ce standard-là qui ont été construites. Il y en a 5 qui sont fonctionnels à l'heure où on se parle. Il y a Lightning Labs en Californie. Il y a Sea Lightning aussi en Californie qui est produit par Blockstream. Il y a Lit qui est produit par le MIT. Il y a Ptarmigan qui est produit par une équipe au Japon. Puis il y a Eclair qui est produit par une équipe à Paris. Moi, ce que je vous recommande pour les développeurs, c'est d'aller vers l'implémentation de Lightning Lab ou l'implémentation de Blockstream, qui sont disponibles toutes les deux sur GitHub, puis je vous donnerai les liens, Mario. Dans ces implémentations-là, pour utiliser le Lightning Network, ben vous pouvez, pour ceux qui connaissent Docker ou qui se sont pas encore familiarisés avec ça, vous allez avoir une bonne opportunité de faire un docker.run avec un container qui est déjà tout prêt. Puis vous pouvez démarrer votre nœud, commencer à faire des transactions, puis apprendre à découvrir cette technologie-là qui peut être vraiment un game changer pour beaucoup de choses. En tout cas, le futur va nous dire ce qu'il en est. Parce qu'il y a des sceptiques qui disent ouais, mais là ça fait 10 ans qu'on attend encore, ça va être quoi le killer app? Ben, le killer app des cryptos, c'est la possibilité d'échanger de l'argent. Puis c'est toujours la même chose qui revient à chaque fois avec les technologies, c'est que les gens ont toujours de la façon que je l'ai compris, les gens ont toujours la tendance à surestimer qu'est-ce qu'une technologie va faire en 2 ans, mais à sous-estimer ce qu'elle va pouvoir accomplir en 10 ans. Donc, on va voir. C'est le futur qui va nous le dire. Il y a des gens, tu sais, quand il est arrivé la bulle en 2001-2002, il y a des gens qui annonçaient que l'Internet était mort. Mm-hmm. Puis ces gens-là, à ce moment-là, ne pouvaient pas imaginer ce que Amazon deviendrait, par exemple. Donc, on peut d'ici de même imaginer ce que va être l'informatique dans 10 ans d'ici. Là, on est souvent aveugle par rapport à tout ce qui est devant nous, mais c'est la beauté et la magie de la technologie. Exactement. On est dans un processus dans lequel on voit les technologies évoluer. Puis, en fait, c'est un peu notre curiosité qui nous guide par rapport à ça. Puis, c'est des technologies intéressantes. Les cryptos, c'est vraiment très, très intéressant. Puis, comme je vous dis avec la librairie N-Bitcoin de Nicolas Dorier, c'est très facile de commencer à faire ses premiers balbutiements, à jouer avec ça. Je vous recommande un livre qui explique vraiment Bitcoin au niveau de la fonctionnalité, c'est quoi les principaux éléments de ça, qui s'appelle Mastering Bitcoin d'Andrea Antonopoulos, qui est vraiment un incontournable. Il y a plusieurs autres livres qui ont été écrits, mais ce livre-là est vraiment un livre d'une très, très grande valeur. Je l'ai lu 3 fois d'ailleurs. pour être certain de vraiment bien comprendre, maîtriser en profondeur la technologie. Mais je me pose encore beaucoup de questions sur ces technologies-là. Puis, comme je disais tantôt, une des questions que je me posais, c'est pourquoi la valeur du Bitcoin continue toujours à monter. Hein, c'est une question, on a parlé tantôt. Je suis toujours en train de chercher la réponse à cette solution-là, mais une des pistes de réponse que j'ai m'est venue de la World Bank Organization, le site worldbank.org, qui avance qu'il y a actuellement sur la planète, sur 8 milliards d'habitants, près de 40% des gens qui n'ont pas accès à des infrastructures bancaires ou qui sont mal servis. Donc, ces gens-là, on les appelle les underbank ou unbank, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compte de banque. Ils ont un compte de banque, mais ils n'ont pas accès à avoir du crédit. Donc, c'est un très, très gros marché qui reste à explorer. Puis, Bitcoin et les cryptocurrencies sont encore très, très... c'est encore très, très petit par rapport à ce que ça pourrait devenir.
Ben écoute, j'espère. C'est une mission un peu orthodoxe, là. C'est pas dans la formule habituelle des émissions qu'on fait parce qu'on a parlé plus du futur, mais j'espère que pour nos auditeurs, ça va donner un aperçu du potentiel qu'il y a avec les les crypto-monnaies, les blockchains. Puis bon, puis pour ceux qui sont un peu jet set, ben on sait que Facebook de leur côté annonce aussi leurs choses. Puis Guy a nommé un paquet de noms de compagnies d'envergure. Donc c'est vraiment un sujet qui vont être dans les médias, veut pas, dans les prochaines années. Là, on pourra pas ignorer ça. Là. J'invite tous les auditeurs qui pourraient être intéressés par le sujet à venir à nous joindre. En fait, j'ai démarré un startup qui s'appelle Lightning Samurai depuis 2 ans pour explorer les opportunités que pourrait présenter le Lightning Network puis les cryptocurrencies dans les prochaines années. Donc, si vous montez un nœud Lightning puis vous voulez tester ça, ben, ça va me faire un plaisir de vous guider dans ça, soit moi ou quelqu'un de mon équipe. Ah, OK, super. Ben écoute, Hugo, on te remercie beaucoup. Puis ça fait plaisir. Ben nous, on va souhaiter parce qu'on fait une émission par mois, donc on va souhaiter de la bonne programmation à nos auditeurs pour dans les prochaines semaines et on vous revoit le mois prochain. Guy, je te laisse le mot de la fin. Au revoir. Hein? Merci de l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être présent sur place avec vous.